Mon frère m'a regardé droit dans les yeux, et m'a traité de monstre. Après avoir entendu sa fiancée m'accuser à tort de l'avoir mise enceinte, ma famille l'a cru sur le champ. Je me suis défendu, et je l'ai poursuivi en justice. Maintenant que la vérité a éclaté, mon frère veut se réconcilier. Cette histoire est vraiment tordue. Mon frère s'était fiancé avec une sacrée peste. J'ai fini par l'embaucher dans mon magasin, poussé par ma mère et mon frère. Quelques semaines plus tard, j'ai dû la renvoyer pour son insolence et son inutilité. Sa réaction? Elle a raconté à tout le monde que je l'avais mise enceinte. Et le pire dans tout ça, c'est que ma famille l'a cru. Mon frère s'est battu avec moi, et m'a dit que j'étais mort pour lui. Voici ce qui s'est passé. Moi, un homme de 35 ans, je tiens un petit magasin de réparation informatique en ville. Je gagne correctement ma vie, je paie mes impôts, et en général, je m'occupe de mes affaires. Rien de spécial, rien d'extravagant, juste un gars ordinaire de 35 ans qui gère sa vie. Je ne pensais pas qu'une vie aussi ennuyeuse pouvait faire de moi une cible, mais je me trompais lourdement. Mon frère aîné, Raphaël, homme de 38 ans, a toujours été le gars posé et organisé. Marié jeune, divorcé sans drame, il semblait avoir tout réussi. Il y a environ 3 ans, il nous a présenté Marina, femme de 32 ans, sa nouvelle copine, bien différente de son ex. Elle semblait calme et sympathique en apparence, mais il y avait quelque chose de louche chez elle, que j'ai remarqué immédiatement. Dès le premier dîner embarrassant chez ma mère, j'ai vu que Marina n'était pas ce qu'elle paraissait être. Elle dominait constamment les conversations, ramenait tous les sujets à elle, et avait cette façon de rabaisser subtilement les autres, tout en faisant passer cela pour un compliment. Je me souviens qu'un soir, alors que ma mère servait le dîner, Marina a fait remarquer à quel point il était courageux de la part de ma mère d'essayer encore de cuisiner des plats traditionnels à son âge. Une autre fois, elle a complimenté la tenue de ma cousine, en disant qu'il fallait beaucoup de courage pour porter ses couleurs avec son teint. Alors que tous les autres tombaient dans le panneau, je suis resté neutre. Je n'ai pas faim d'enthousiasme, et je n'ai pas fait comme si nous étions une famille unie du jour au lendemain. Je pense que c'est là que je suis entré dans son collimateur. Elle avait toujours une idée derrière la tête. Quand les gens parlaient de leurs problèmes, elle trouvait toujours un moyen de tout ramener à sa personne. Même avec des inconnus, il y avait toujours cet esprit de compétition bizarre. Je l'ai vu un jour se disputer pendant 20 minutes avec une caissière pour un coupon de $2, faisant presque pleurer la jeune fille. Quelques mois plus tard, Raphaël a annoncé leur fiançailles. Mon père m'a pris à part juste après, et m'a dit « Cette femme va causer des ennuis à Raphaël, retiens bien mes paroles. » Lui aussi avait démasqué son jeu. Mais bon, ce n'était pas à nous de dire à un homme adulte qui il devait épouser. Je n'y ai plus trop pensé, jusqu'au jour où Raphaël m'a demandé de donner un travail à Marina dans mon magasin. Elle cherchait un temps partiel pendant la préparation du mariage, et il pensait que je pouvais lui rendre service. Lorsque j'ai hésité, ma mère m'a appelé, insistant sur le fait que la famille doit s'entraider, et que ce ne serait que temporaire. Raphaël continuait d'insister, affirmant que je me montrais difficile sans raison. Et lors d'une conversation particulièrement énervante, il m'a dit que je lui devais bien ça, pour m'avoir envoyé des clients l'année dernière. Finalement, j'ai accepté. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Dès le premier jour, elle s'est révélée être une employée cauchemardesque. Elle arrivait en retard, parlait aux clients comme s'ils étaient idiots, et traitait mes autres employés comme des serviteurs. Elle interrompait sans cesse Kevin, mon technicien principal, alors qu'il aidait des clients, contredisant ses conseils techniques avec des informations totalement fausses. Elle a supprimé par accident une base de données clients que nous étions censés récupérer, puis a rejeté la faute sur des procédures soi-disant confuses. Et pour couronner le tout, elle a commencé à modifier le planning de travail sans me le dire, s'attribuant les horaires les plus faciles, et refilant les tâches lourdes aux autres. La première semaine, elle a tellement manqué les inventaires, que nous avons fini par commander le double de barrettes de mémoire RAM dont nous avions besoin. Quand je lui en ai parlé, elle a simplement haussé les épaules, disant que son cerveau de financière fonctionnait différemment de mon cerveau de technicien. Elle était constamment sur son téléphone, mais le rangeait rapidement dès que je passais à côté d'elle. Une fois, je l'ai surprise sur Instagram pendant une consultation. Le client, un homme âgé qui avait besoin de récupérer des données sur l'ordinateur portable de sa défunte épouse, lui expliquait à quel point ces photos étaient importantes, tandis que Marina faisait défiler des photos de vacances, sans l'écouter.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque je l'ai surprise en train de lire des conversations privées sur l'ordinateur d'un client, que nous n'avions pas encore formaté. Quand je l'ai affrontée, elle n'a même pas eu la décence de paraître gênée. Elle a juste souri, et a dit que cela faisait partie de sa curiosité naturelle. Le client était un médecin local. Ces messages auraient pu contenir des informations médicales confidentielles, et ma responsabilité juridique aurait pu être engagée. Quand je lui ai expliqué la gravité de la situation, elle a levé les yeux au ciel, et a dit « Personne ne va te poursuivre en justice, ne sois pas si coincé. » Après un mois de ces idioties, je l'ai renvoyé. Je ne me suis pas comporté comme un abruti. J'ai tout documenté, j'ai montré les preuves à Raphaël, et il a semblé comprendre. Mais ce soir-là, il m'a rappelé après avoir manifestement discuté avec Marina. Son ton avait complètement changé. Tu ne lui as simplement pas donné sa chance. Elle est vraiment touchée par la façon dont tu l'as traitée. Je lui ai donné plein de chance, ai-je répondu, j'ai tout documenté. Ouais, c'est ça, m'a-t-il craché au nez. Tu as toujours été comme ça, à croire que tu sais tout, trop bien pour aider ta propre famille. Elle va devenir ma femme et tu me fais ça. Va te faire foutre. C'est alors que les choses sont devenues étranges. Lors des réunions de famille, Marina soit m'ignorait complètement, soit faisait des remarques passives-agressives que personne d'autre ne semblait remarquer. Puis, son comportement a changé. Elle a commencé à chercher des excuses pour se retrouver seule avec moi, en me frôlant, et en faisant des sous-entendus juste assez forts pour que je les entende. J'ai gardé mes distances sans être impoli. Une fois, lors d'un barbecue pour la fête du travail, elle m'a coincé dans la cuisine, alors que tout le monde était dehors. Elle s'est approchée très près de moi, m'a demandé si j'étais toujours en colère contre elle, et a fait glisser sa main le long de mon bras. J'ai fait un pas en arrière, je lui ai dit que tout allait bien, mais que je devais aller aider mon père avec le barbecue, et je suis parti. Je l'ai surprise en train de me fixer le reste de la journée avec un sourire narquois très bizarre. Après ça, les choses ont complètement dégénéré. Il y a 3 mois, la porte de mon magasin s'est ouverte à la volée à l'heure de la fermeture. Raphaël est entré en trombe, le visage déformé par la rage. « Tu es mort !» a-t-il hurlé, assez fort pour que Kevin, qui finissait son travail à l'arrière, accourt aussitôt. « Marina est enceinte », a-t-il lancé. « Elle dit que tu es le père. Tu as une explication ?» Je suis resté littéralement sans voix pendant plusieurs secondes. Puis, je lui ai dit qu'il était devenu fou. Je n'avais jamais touché Marina, et je n'avais jamais eu la moindre relation avec elle. Raphaël ne m'a pas cru. Il s'est précipité par-dessus le comptoir, m'a attrapé par le col, et Kevin a dû l'écarter de moi. Marina m'a donné des détails et des dates qui correspondent, a-t-il grogné pendant que Kevin le poussait vers la sortie. Je ne la vois pas inventer tout ça. En quelques jours, mon nom a été traîné dans la boue. Ma mère pleurait au téléphone, répétant que j'avais trahi la famille. Ma cousine Valyria m'a envoyé un texto de 3 paragraphes, disant qu'elle avait toujours su que quelque chose ne tournait pas rond chez moi, et que j'avais de la chance que Marina ne porte pas plainte pour ce que je lui avais fait. Mon oncle Dave m'a appelé directement, d'une voix glaciale, « Tu n'as pas de honte, profiter de la fiancée de ton frère, tu me dégoûtes. » Ma tante m'a désinvité d'un dîner de famille. Tout le monde voulait se tenir à l'écart du monstre que j'étais censé être devenu. Mon père a été le seul à m'appeler dès le début. Cette femme cherche un moyen de semer le trouble depuis le premier jour, m'a-t-il dit. Nous allons nous battre contre ça. Personne d'autre, absolument personne, n'a demandé de preuves. Personne n'a remis en question les dires de Marina. Ils ont pris sa parole pour une vérité absolue, tandis qu'elle se promenait avec un sourire suffisant et victorieux, sachant qu'elle m'avait coincé. Mais ce n'était que le début, car je n'allais pas baisser la tête et subir. Si mon frère et la moitié de ma famille voulaient me sacrifier sur la base de 0 preuve, ils allaient apprendre à leurs dépens ce qui arrive quand on mise sur le mauvais cheval. 2 semaines après que Marina a lâché sa bombe, la situation s'est encore aggravée. Au lieu que quelqu'un ne retrouve la raison et ne remette son histoire en doute, je me suis retrouvé à m'enfoncer encore plus dans un marécage de silence et de suspicion. L'accusation s'est propagée au-delà de la famille, les voisins, les collègues de ma mère, les gens de ma salle de sport. Dans une ville de cette taille, les rumeurs vont vite. Et soudain, j'étais devenu ce gars, le type discret et normal du magasin d'informatique, qui s'avérait être un prédateur.
J'ai remarqué des changements immédiatement. Le barista de mon café habituel, qui discutait toujours de ses projets de week-end, me donnait maintenant ma commande en silence. Le propriétaire du magasin de bricolage à côté du mien, que je connaissais depuis 7 ans, se trouvait soudain des raisons de rester à l'arrière à chaque fois que j'entrais. Mon entreprise en a pris un coup direct. 3 clients réguliers ont appelé pour annuler leur contrat de service la même semaine, tous invoquant de vagues excuses de réduction budgétaire ou de changement de direction. Voyez-vous ça? Après des années de service satisfaisants, ils décident tous par coïncidence de réduire leur coût le mois même où l'histoire de Marina fait le tour de la ville. Et il ne s'agissait pas seulement des clients anciens. Une jeune entreprise de technologie, qui m'envoyait toutes ses réparations de matériel, a soudainement coupé les ponts. Le propriétaire, avec qui je jouais parfois au basket, a cessé de répondre à mes appels. J'ai appris plus tard qu'il avait changé pour un magasin situé à 50 km de là, plutôt que de continuer à travailler avec moi. Raphaël m'a totalement coupé les vivres. Il ne répondait ni à mes appels ni à mes textos, pas même pour prendre acte de ma demande de test ADN. Son silence n'était pas passif, il avait du poids, c'était une condamnation sans procès. Ma mère a pris entièrement le parti de Raphaël. Elle m'a appelé un soir, la voix tremblante, pour me demander s'il était possible que j'aie fait quelque chose à Marina. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. Même ma propre mère, qui me connaissait depuis toujours, avait laissé le doute s'installer. Possible? Ai-je dit. Maman, je n'ai jamais été seul avec elle, sauf au magasin, entouré d'employés et de clients. Tu me connais, tu penses vraiment que je ferais ça? Elle a hésité avant de répondre, et cette hésitation voulait tout dire. Mon père, en revanche, a été mon roc durant cette épreuve. Ton frère est aveugle depuis le jour où il l'a rencontré, m'a-t-il dit, et ta mère prend toujours son parti, elle a toujours fait ça. Il m'a aidé à tout documenter, pour monter un dossier. Pendant ce temps, Marina jouait son rôle avec une précision troublante. Elle ajoutait sans cesse de nouveaux détails à son récit, comment j'avais été compréhensif pendant qu'elle traversait une période de confusion émotionnelle, comment je l'avais manipulée avec de douces paroles, comment j'avais essayé de la forcer à avorter, puis menacé de la détruire socialement lorsqu'elle avait refusé. Elle racontait cette histoire les larmes aux yeux à Raphaël, à ma mère, à ma tante, laquelle m'a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'être horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Il n'y avait toujours aucune preuve médicale. Marina prétendait être enceinte, mais n'avait montré aucun document. Elle a refusé un test ADN à 3 reprises, affirmant que ce serait risqué pour le fœtus, et qu'elle avait besoin de stabilité émotionnelle plutôt que d'un environnement hostile. J'ai commencé à me demander s'il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre moi, mais d'une stratégie calculée pour obtenir autre chose, de l'attention, le contrôle sur Raphaël, de l'argent, ou simplement le plaisir sadique de détruire la vie de quelqu'un. Ce n'était pas un simple drame, c'était la destruction préméditée de la réputation d'une personne. Kevin était le seul employé à être resté après le début des rumeurs. J'ai vu comment elle se comportait, patron, m'a-t-il dit après une journée particulièrement calme au magasin. Elle essayait toujours de se retrouver seule avec vous, vous touchez le bras, se penchait trop près. Je l'ai observée quand elle pensait que personne ne regardait. Elle raconte n'importe quoi, et je le dirai à quiconque me le demandera. Mon père m'a suggéré de parler directement à Raphaël une dernière fois. J'ai accepté de le rencontrer dans un restaurant. Grosse erreur. Raphaël est arrivé déjà très remonté, les yeux injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Avoue simplement ce que tu as fait, a-t-il dit d'une voix basse mais intense. Avoue-le. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais touché Marina. Elle ment, et tu es trop aveugle pour le voir. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée à la renverse. Les gens se sont retournés pour regarder, alors qu'il se penchait au-dessus de la table. Tu es mort pour moi, a-t-il sifflé, avant de sortir en trombe. Ce soir-là, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les affaires de diffamation. Après avoir écouté mon histoire pendant près d'1 heure, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Cela ne s'arrêtera pas tout seul. Si vous laissez cette version l'emporter sans vous battre, peu importe votre innocence, tout le monde se souviendra de ce qu'elle a dit, pas de votre silence. » Cela m'a frappé de plein fouet, car il avait raison. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le mensonge lui-même, mais l'abandon, la sensation d'être coupable par défaut,
la façon dont Raphaël et ma mère ont préféré le confort du mensonge plutôt que de le remettre en question. Mais je vous le dis tout de suite, ce jeu ne va pas se terminer comme Marina l'espère. Je vais forcer chacun d'entre eux à me regarder dans les yeux lorsque la vérité éclatera. Et quand cela arrivera, je n'hésiterai pas à leur faire payer chaque acte de trahison qu'ils ont commis envers moi. Un mois après le début de ce cauchemar, la situation est devenue encore plus tordue. Chaque matin, je me réveille en ayant l'impression d'être jugé par un tribunal invisible, un tribunal qui n'a pas besoin de preuves, mais seulement de rumeurs. L'histoire de Marina est devenue plus élaborée à chaque fois qu'elle la racontait. Maintenant, elle prétend qu'elle me rendait visite au magasin après les heures d'ouverture, que nous restions seuls jusqu'à tard, et que je lui achetais à manger comme prétexte pour me rapprocher d'elle. Elle raconte que je lui ai offert de l'argent pour qu'elle garde le silence, et que je l'ai forcée à effacer des messages menaçants. Elle raconte ses mensonges avec une telle conviction, que j'admire presque ses talents de comédienne. Elle n'est ni confuse ni blessée, c'est une manipulatrice calculatrice qui profite de son propre spectacle. Elle est aussi devenue très précise dans ses détails. Elle prétend que nous avons eu un moment intime dans la réserve arrière lors de la fête de Noël du magasin. Le problème, c'est que je n'ai jamais organisé de fête de Noël dans mon magasin. Nous offrons toujours simplement des cartes cadeaux et un jour de congé supplémentaire. C'est un mensonge tellement évident, mais Raphaël est trop aveuglé pour remarquer ces incohérences. Les conséquences sur ma vie quotidienne ont été brutales. J'ai perdu 3 contrats majeurs avec des clients, qui ont soudainement préféré ne pas s'impliquer dans des situations susceptibles de compromettre l'intégrité de leur entreprise. Ma réputation, que j'avais bâtie au fil d'années de travail honnête, est maintenant un fardeau. Mon plus grand client entreprise, un cabinet médical avec 4 sites, a annulé son contrat de service mensuel de $4000 du jour au lendemain. La responsable du bureau, avec qui je travaillais depuis 3 ans, ne pouvait même pas me regarder dans les yeux lorsqu'elle m'a annoncé la nouvelle. Ce n'est pas personnel, a-t-elle dit, c'est juste une question d'image. L'image. Comme si j'étais un simple problème de relations publiques, et non un être humain dont la vie est systématiquement détruite par des mensonges. Même dans le restaurant où je prenais mon petit déjeuner tous les samedis depuis 5 ans, le propriétaire, avec qui je discutais autrefois de sport et de politique, n'a pas pu me regarder dans les yeux. Il a juste posé mon café, et a disparu en cuisine sans un mot. C'est là que j'ai vraiment compris. Cette accusation s'était enracinée dans l'esprit des gens. Preuve ou non, je n'avais pas besoin de confirmation pour le savoir. Je le voyais dans les regards détournés, les portes fermées, et les conversations qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Pendant ce temps, Marina a commencé à publier des absurdités passives-agressives sur les réseaux sociaux, sans jamais me nommer directement, mais en utilisant des phrases comme « quand les monstres ont le visage d'un ange » et que la justice vient sous la forme d'un enfant. Les gens la soutenaient par des messages, sans savoir qu'ils participaient à un lynchage public. J'ai dû commencer à faire des captures d'écran de tout ce qu'elle publiait. Mon avocat dit que nous devons documenter le schéma de diffamation, montrer comment elle cherche délibérément la sympathie du public, tout en détruisant ma réputation. C'est surréaliste de la voir tisser cette histoire fantastique, en sachant la vérité, mais sans pouvoir la faire croire à quiconque. L'ironie, c'est que pendant que je me bats pour blanchir mon nom, elle s'est créé ce récit héroïque, où elle n'est pas seulement une victime, mais une martyre. Et personne, pas une seule personne à part mon père et Kevin, n'a exigé de preuves. La présomption d'innocence ne s'appliquait manifestement pas à moi. Mon meilleur ami, Roberto, a été remarquable tout au long de ce désastre. Il me connaît depuis le lycée, et n'a pas cru à l'histoire de Marina une seule seconde. Tu te souviens de Jane Miller en dernière année? M'a-t-il rappelé autour d'un burger chez lui, le seul endroit, avec mon appartement, où je me sentais bien. Elle a fait exactement la même manipulation. Histoire différente, mais même méthode. Marina va finir par faire une faute, et quand ce sera le cas, nous serons prêts. Les seuls progrès venaient de mon avocat. Nous avions systématiquement documenté chaque incident depuis le jour où Marina avait commencé à travailler à mon magasin. Kevin a fait une déclaration écrite sur son comportement inapproprié envers moi. Nous avons rassemblé les rapports des employés sur son incompétence et son manque de professionnalisme. Mon avocat a même retrouvé la trace des anciens employeurs de Marina, découvrant un schéma de problèmes au travail et de fausses accusations. Il s'est avéré que ce n'était pas son coup d'essai. Elle avait travaillé dans une entreprise de marketing dans le comté voisin, et était partie dans des circonstances mystérieuses.
Mon avocat a contacté son ancien responsable, qui a d'abord refusé de parler. Mais après lui avoir expliqué la situation, il a reconnu à contre-cœur qu'il y avait eu des inquiétudes concernant ses interactions avec ses collègues, ainsi que des questions sur son éthique professionnelle. Rien d'assez précis pour des poursuites, mais suffisant pour établir un schéma récurrent. Nous avons entamé la procédure légale pour obliger Marina à passer un test ADN, dès que la grossesse serait assez avancée pour ne poser aucun risque. Ce n'est pas facile. Il y a des protocoles, des délais, des autorisations d'organismes qui ne partagent pas mon urgence, mais c'est la voie vers la vérité, et cela me permet de tenir. J'ai aussi commencé à tout noter, les dates, les noms, les comportements, et les phrases exactes. Mon père m'a aidé en parlant aux personnes qui connaissent Marina, cherchant les incohérences dans son récit. Puis, la situation est devenue encore pire. Je fermais le magasin tard un soir, quand Raphaël est arrivé sur le parking. Il avait clairement bu, je le voyais à sa démarche agressive et instable. Je suis resté à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte. Il s'est mis à frapper contre la vitre, sors et affronte-moi, espèce de... J'allais appeler la police, mais avant que je ne puisse le faire, Raphaël a ramassé une brique du décor paysager, et l'a projetée à travers ma vitrine. Le verre a volé en éclats. Il s'est ensuite introduit par l'ouverture, se coupant au passage, et s'est précipité sur moi. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite, mais c'était de la légitime défense. J'ai esquivé, et il s'est encastré dans une vitrine d'exposition. Lorsqu'il s'est relevé, je lui ai mis un coup, net et précis, en pleine mâchoire. Il s'est effondré lourdement. Les voisins ont dû entendre le bruit. Les policiers sont arrivés 5 minutes plus tard. Ils ont pris les dépositions, et ont documenté les dégâts. Raphaël a été arrêté pour destruction de biens et tentative d'agression. Contrairement aux fois précédentes, j'ai porté plainte. J'en avais assez de lui passer ses écarts. Ma mère m'a appelé ce soir-là, en pleurant de manière incontrôlable. « Comment as-tu pu » ne cessait-elle de répéter. « C'est ton frère, et tu l'envoies en prison. » Quand j'ai essayé de lui expliquer qu'il m'avait attaqué, elle m'a coupé la parole, « Je n'ai pas un fils capable de faire ça », a-t-elle dit, avant de raccrocher. Mon père est arrivé au moment où il mettait Raphaël dans la voiture de police. « Tu vas bien » m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous avons tous les deux regardé la voiture s'éloigner. « Tu as bien fait de porter plainte » a-t-il dit doucement. « Il doit assumer les conséquences. Mais n'oublie pas qu'il reste ton frère. » Je n'en ai pas l'impression, ai-je répondu. Tout cela s'arrête maintenant, a déclaré mon père. Demain, nous insisterons encore plus pour ce test. Je ne suis pas naïf. Je sais que même si un test ADN prouve que je ne suis pas le père, certaines personnes penseront toujours qu'il s'est passé quelque chose, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne récupérerai peut-être jamais ce que j'ai perdu, mais je ne vais pas laisser Marina s'en sortir comme ça. Elle a peut-être gagné la première manche, mais j'ai la patience, les ressources, et la détermination pour l'affronter sur son propre terrain. Ce qu'elle a fait n'est pas une erreur, c'est une diffamation destructrice, et je vais rendre chaque coup, mais mes répliques seront chirurgicales, précises, légales, et définitives. 3 mois ont passé, et ma vie est devenue un désert émotionnel. Chaque jour est une copie conforme du cauchemar de la veille, se réveiller, faire les mêmes gestes, vivre sous une suspicion constante pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mes routines sont devenues mécaniques. L'isolement a creusé un trou si profond, que je me demande parfois si je pourrais un jour en sortir. Le chiffre d'affaires du magasin a chuté de près de 70%. La plupart des jours, je reste assis seul dans la boutique, pendant que Kevin gère les rares réparations qui arrivent encore. J'ai dû puiser dans mes économies juste pour payer le loyer et les factures. Cela ne détruit pas seulement ma réputation, cela s'attaque à mes moyens de subsistance. J'ai commencé à prendre un itinéraire différent pour aller au travail, évitant les rues principales où je pourrais croiser des connaissances. C'est tout simplement épuisant de voir constamment cette lueur de jugement dans les yeux des gens. Hier, j'ai entendu un client chuchoter à Kevin, demandant si, ce type, possédait toujours le magasin. Kevin, à son honneur, m'a défendu fermement, mais le mal était fait. Je suis resté dans la pièce arrière jusqu'à leur départ. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. L'obscurité a enfin commencé à reculer. La vérité, la vraie vérité prouvable, a traversé le mur de mensonges.
Après des semaines d'aller-retour juridique, nous avons enfin obtenu ce que je réclamais depuis le premier jour, le test. Mon avocat a dû insister lourdement auprès du juge, pour qu'il ordonne finalement un test de paternité prénatale ne présentant aucun risque pour le fœtus. L'avocat de Marina a tout tenté pour retarder l'échéance, affirmant qu'elle était émotionnellement instable, que le test causerait des conséquences irréversibles, et qu'il ne voulait pas exposer la victime à davantage de pression. Mais après que mon père a fait fuiter l'affaire à des amis journalistes, et que le sujet a commencé à attirer l'attention, le juge a accepté. La procédure a été effectuée dans une clinique privée sous supervision légale. Je n'oublierai jamais le visage de Marina lorsqu'elle est entrée, aucune peur, aucune honte, juste de l'agacement, comme si tout cela n'était qu'une perte de son précieux temps, un léger obstacle avant de reprendre son spectacle. Elle est passée juste à côté de moi, le menton levé, comme si j'étais indigne de son attention. Mais j'ai saisi ce moment, cette fraction de seconde où son masque a glissé, et j'ai vu la panique dans ses yeux. Elle savait ce que les résultats allaient révéler. Elle connaissait déjà le désastre qui l'attendait. Les 2 semaines d'attente des résultats ont été les plus longues de ma vie. Je dormais à peine, mon téléphone à la main, attendant constamment l'appel qui confirmerait ce que je savais déjà. Lorsque les résultats sont enfin arrivés, je n'ai pas réagi. Je suis juste resté assis à mon bureau, à fixer la feuille, probabilité de paternité, 0%. Ce 0 était ma rédemption, la preuve que tout ce que j'avais enduré était le résultat d'un mensonge calculé, par quelqu'un qui avait sous-estimé la force de ma réplique. Mon avocat a envoyé les résultats à Raphaël le jour même. Pendant 3 jours, ce fut le silence, un silence radio total, comme si tous ceux qui avaient été si prompts à me condamner devaient maintenant se cacher de leur erreur. Enfin, le 4e jour, j'ai reçu un texto de sa part, j'ai besoin de temps. On se parlera plus tard. C'est tout. Aucune excuse, aucun aveu de son erreur. Aucune honte, juste un message vide, tiède et lâche, qui n'a fait que renforcer ma détermination. C'est alors que les choses sont devenues encore plus intéressantes. Mon avocat, qui enquêtait sur le contexte de l'affaire en vue d'une plainte en diffamation, a trouvé des incohérences dans les documents médicaux présentés par Marina, des dates modifiées, des médecins inexistants, et des formats qui ne correspondaient pas à la clinique qu'il prétendait fréquenter. Lorsque nous avons vérifié auprès de la clinique où le test ADN avait été effectué, nous avons découvert qu'il n'avait aucun dossier antérieur au nom de Marina, aucun rendez-vous, aucun examen, aucune ordonnance, rien du tout. C'est là que mon avocat a prudemment suggéré ce que je commençais à soupçonner, Marina n'avait jamais été enceinte. Je n'arrivais presque pas à y croire au début. Non pas parce que je lui faisais confiance, je savais déjà que c'était une escroc, mais parce qu'il me semblait inconcevable que quelqu'un aille aussi loin juste pour détruire une autre personne, simuler une grossesse, falsifier des documents, et maintenir le mensonge pendant des mois sans ciller. Tout cela pour se venger de quelqu'un qui l'avait renvoyé d'un travail à temps partiel, et qui avait rejeté ses avances. Mais les preuves étaient incontestables. Marina n'était pas seulement une menteuse, c'était une manipulatrice pathologique douée pour la destruction. Mon avocat a creusé davantage. Il a découvert un schéma de comportement similaire dans son passé. Elle avait déjà fait des coups semblables dans 2 relations précédentes, bien que jamais à ce point. Des ex-copains qui lui avaient fait du tort se sont soudainement retrouvés accusés de harcèlement, de traque, ou d'abus émotionnels. L'un d'eux avait failli perdre son poste d'enseignant à cause de fausses accusations qu'elle avait faites à son directeur. Heureusement pour lui, elle avait manqué de précision dans les détails, et des images de vidéosurveillance avaient prouvé qu'il ne se trouvait absolument pas là où elle prétendait que l'incident avait eu lieu. Nous avons tout présenté au juge, les résultats de l'ADN, les documents médicaux frauduleux, les messages menaçants, et les témoignages de personnes qui commençaient enfin à remettre l'histoire en question. Kevin a témoigné qu'il avait vu Marina me faire des avances à plusieurs reprises, et s'énerver quand je ne répondais pas. Roberto a fourni des captures d'écran de publications contradictoires qu'elle avait faites sur les réseaux sociaux au sujet de sa grossesse. Maintenant, le château de cartes s'effondre, non pas dans un grand fracas, mais avec le grincement lent et inévitable d'un mensonge qui ne peut plus supporter son propre poids. La prochaine étape est la réponse juridique. Pour la première fois depuis des mois, je peux dormir sans ce poignard dans le dos. La vérité m'a rendu ma voix, mon nom, et ma dignité. Et maintenant que je les ai récupérés, je m'avance vers ce que j'attends depuis si longtemps, lui faire payer. Parce que si elle pensait que cela s'arrêterait avec un résultat de test négatif, elle se trompait lourdement. Ce n'est que le début.
4 mois ont passé depuis le premier mensonge, et l'atmosphère a changé, elle ne s'est pas calmée, elle s'est transformée. Nous sommes passés des regards accusateurs et des menaces voilées à un repli collectif. Non pas pour réparer les dégâts, mais pour cacher la honte d'avoir participé à une farce aussi grotesque. La vérité n'a pas apporté de soulagement. Elle a mis à nu toutes les coutures pourries du tissu familial, révélant des loyautés fragiles, et des trahisons déguisées en neutralité. Maintenant que les résultats de l'ADN sont officiels, et que les irrégularités des documents médicaux de Marina sont étalées au jour, de nouvelles rumeurs circulent. Certains membres de la famille disent que Marina était peut-être confuse, ou qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale. D'autres suggèrent qu'elle n'est pas très saine d'esprit, et que tout était le résultat d'une crise émotionnelle. Mais pas une seule personne, absolument personne à part mon père, Kevin, et Roberto, ne m'a présenté d'excuses directes. La honte les a tous transformés en lâches. Il est plus facile d'inventer des excuses, que d'admettre qu'ils ont condamné un homme innocent qu'ils connaissaient depuis toujours. Ma tante, celle-là même qui m'avait désinvité du dîner de famille, a eu le culot de dire à mon père que nous devions tous passer à autre chose en famille. Passer à autre chose. Comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur sur la politique pendant un repas de fête. Elle n'a même pas pu me le dire en face. Ma cousine Valeria, qui m'avait envoyé ce texto d'accusation en 3 paragraphes, agit maintenant comme si de rien n'était. Elle m'a envoyé une invitation informelle pour l'anniversaire de ses enfants la semaine dernière, sans reconnaître la façon dont elle m'avait traité, sans aucune excuse, juste avec ce prétexte bizarre que nous étions toujours en bons termes. Raphaël a fini par réapparaître, mais pas comme je m'y attendais. Il s'est présenté à mon appartement, l'air hagard et pâle. Il ne pouvait pas soutenir mon regard lorsqu'il m'a dit que Marina avait avoué avoir tout inventé, pas de grossesse, pas de relation, rien du tout. Elle a admis l'avoir fait parce qu'elle était furieuse que je l'ai renvoyée. Selon elle, je l'avais humiliée, et elle devait me le faire payer. Raphaël parlait comme un homme brisé, mais je n'ai éprouvé aucune sympathie. Apprendre qu'une femme adulte avait pu maintenir un mensonge pendant des mois, simuler une grossesse, falsifier des documents, et presque détruire une famille par pure rancœur vindicative, a provoqué en moi une colère si froide, que je n'ai même pas pu réagir avec de la fureur. Je l'ai simplement fixé, pendant qu'il répétait qu'il ne savait pas quoi dire, et qu'il comprenait si je ne voulais plus jamais le revoir. Tout en moi voulait lui rappeler qu'il avait essayé de m'attaquer physiquement, qu'il avait préféré une femme qu'il connaissait depuis 3 ans, plutôt que son frère de 35 ans. Au lieu de cela, tout ce que j'ai dit, c'est « sors d'ici ». Il a essayé d'en rajouter, mais j'ai levé la main, dégage. Il est parti sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai reçu un message de Marina, le premier contact direct depuis que tout avait commencé. Aucune excuse, aucun aveu de culpabilité. À la place, elle a écrit « Je sais que tout a dérapé, mais je traverse une période difficile sur le plan émotionnel, et je n'avais pas pris toute la mesure des conséquences de mes actes. S'il te plaît, retire ta plainte, fais-le pour Raphaël, si ce n'est pas pour moi. » En lisant ces mots, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour réaliser l'audace de la démarche. Cette femme, qui m'avait diffamé pendant des mois, qui avait encouragé le mensonge et l'avait alimenté sur les réseaux sociaux, me demandait maintenant de la compassion, me suppliant de ne pas détruire ce qu'elle avait elle-même fait sauter à la dynamite. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rencontré mon avocat, et lui ai dit de poursuivre la procédure pour diffamation, faux en écriture, et préjudice moral. Nous avons aussi calculé le dommage financier, les contrats perdus, le matériel que j'avais dû vendre pour maintenir l'entreprise à flot, et les dégâts sur ma réputation qu'il faudrait des années pour reconstruire. Le montant s'élevait à plus de $200 000 de pertes directes, sans compter l'impact futur sur les affaires ou le préjudice moral. Il ne s'agit plus seulement de blanchir mon nom, cela est déjà en train de se faire. Il s'agit d'établir un précédent concernant Marina, et tous ceux qui ont participé à ce mensonge, de faire comprendre que les mots ont des conséquences, que les actes ont du poids, et que personne n'a le droit de détruire la vie d'une autre personne par colère, envie ou ressentiment. Certains pourraient qualifier cela de vengeance, moi j'appelle cela la justice. Je m'en fiche que ce soit lent, ou que la punition ne soit pas assez sévère. Ce que je veux, c'est un registre officiel, un document établissant en termes clairs que j'ai été diffamé, qu'on a menti à mon sujet, et que j'ai été persécuté sans raison. Je veux que Marina soit confrontée à cette tâche chaque fois qu'elle postulera pour un emploi. Je veux qu'elle sache qu'il existe une décision de justice qui contredit sa version murmurée des faits.
Je veux que Raphaël se souvienne que sa foi aveugle en un mensonge a fait de moi un paria. Ce n'est pas une vengeance impulsive, c'est une justice méticuleuse, une réparation qui ne cherche pas à crier, mais à établir des faits. Tous ceux qui ont participé à ce cauchemar en subiront les conséquences, avec la même froideur qu'ils ont montrée en me condamnant. 6 mois après le lancement de ce trait empoisonné, et aujourd'hui, en repensant à la tempête émotionnelle, aux pertes, et à l'isolement causé par ce mensonge élaboré, je peux dire que la vérité a non seulement été reconnue par la loi, mais qu'elle a entraîné de vraies conséquences. La justice a parlé avec le poids implacable des preuves, des contre-interrogatoires, des rapports d'expertise, et des témoignages qui ont démonté l'artifice de Marina pièce par pièce. L'audience finale s'est tenue la semaine dernière, fermant officiellement ce chapitre. Mais ne nous voilons pas la face. Les blessures causées par ce genre de trahison ne guérissent pas avec des décisions de justice. Elles restent sous la peau, apaisées seulement lorsque l'agresseur paie pour les dommages causés. L'audience a été inoubliable, non pas comme un point culminant, mais parce que pour la première fois, j'ai vu toutes les personnes impliquées réunies au même endroit, forcées de faire face à la vérité sans excuse ni échappatoire. Marina est arrivée vêtue d'une sobriété étudiée, feignant un calme qui s'est effondré en quelques minutes dès la présentation des preuves. Lorsque mon avocat a montré les documents falsifiés, des échographies appartenant à d'autres patientes, des dossiers médicaux truqués, des certificats de grossesse provenant de cliniques inexistantes. Il n'y avait aucune défense possible. C'était tellement grossier, si grotesque, et si évidemment bâti sur la tromperie, que même son avocat a simplement hoché la tête en demandant la clémence, invoquant la détresse émotionnelle et une instabilité mentale temporaire comme facteurs atténuants. Mais le tournant est arrivé lorsque l'accusation a présenté la preuve finale, les dossiers de la clinique recoupés avec les documents de Marina, les incohérences de date, et les métadonnées tirées des fichiers PDF qu'elle avait fournis. Son avocat s'est penché vers elle, puis a gardé le silence. Elle n'a pas avoué, elle n'a pas pleuré, elle est juste restée assise là, à cligner des yeux alors que la réalité la frappait. Son avocat a demandé une suspension de séance, puis est revenu déposer silencieusement une déclaration, reconnaissant que les documents étaient faussés, et qu'aucune grossesse n'avait jamais existé. Ce ne fut pas une crise, mais une défaite sans combat. Raphaël a assisté à l'intégralité des aveux, son visage devenant plus pâle à chaque minute. Pas une seule fois il n'a regardé dans ma direction. Ma mère n'était pas là, elle prétextait une maladie, ce qui, comme mon père me l'a dit plus tard, n'était que de la honte qu'elle ne pouvait pas affronter. Mon père est resté assis derrière moi tout au long de l'audience, une présence solide dans mon dos. Kevin et Roberto m'entouraient de chaque côté, les seules personnes, avec mon père, à m'avoir cru dès le départ. Lorsque le juge a prononcé le jugement, mon père a posé sa main sur mon épaule. Ce simple geste voulait dire plus de 1000 mots. La décision était claire, Marina a été reconnue coupable de diffamation aggravée, de faux en écriture, et de préjudice moral. Elle a été condamnée à payer une amende importante, échelonnée sur plusieurs années, assortie d'une ordonnance de protection lui interdisant de m'approcher ou de communiquer avec moi pendant au moins 3 ans. Ce n'était pas une peine de prison, mais ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je cherchais, c'était un précédent, un document officiel validant tout ce que j'avais dit depuis le premier jour, quelque chose qui me rende, même partiellement, la dignité volée par une femme qui a joué les victimes sans se soucier de qui elle détruisait. Le juge lui a également ordonné de publier une rétractation publique sur les réseaux sociaux, la même où elle avait répandu ses mensonges. Dans les 24 heures, elle devait déclarer explicitement m'avoir accusé à tort, qu'il n'y avait jamais eu la moindre relation entre nous, et qu'elle avait monté de toutes pièces cette histoire de grossesse. Depuis le jugement, j'ai reçu des messages de membres de la famille qui m'avaient autrefois tourné le dos. Certains offrent de vagues excuses, disant qu'ils ne savaient pas quoi penser, ou qu'ils voulaient rester en dehors de tout cela par prudence. D'autres ont opté pour un silence total, espérant que le temps effacera leur complicité. Raphaël a essayé de m'appeler à plusieurs reprises, mais j'ai bloqué son numéro. Quoi qu'il ait à dire, cela ne m'intéresse pas. Le frère que je connaissais n'aurait jamais cru à ces mensonges, n'aurait jamais essayé de m'agresser physiquement, et ne m'aurait jamais abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Ma mère m'a laissé un message vocal en larmes, me suppliant de lui parler. Je n'ai pas rappelé. Certaines trahisons sont trop profondes pour être réparées avec des larmes et des excuses. 1 an a passé. Mon entreprise s'est non seulement rétablie, mais elle s'est agrandie. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des mois, j'ai travaillé avec un emploi du temps au ralenti, joignant les deux bouts avec des réparations au coup par coup,
et un client fidèle qui se fichait bien des rumeurs. Je savais que le silence ne blanchirait pas mon nom. Alors, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, réparer les choses moi-même. J'ai publié le verdict du tribunal et ma version complète de l'histoire sur le site web de l'entreprise, je l'ai épinglé sur nos avis Google, et j'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. L'un des plus gros clients qui m'avait lâché est revenu, après que son équipe juridique a pris connaissance du jugement. Ce seul contrat couvrait 2 mois de frais de fonctionnement. Je n'ai pas supplié pour qu'on me fasse confiance, je l'ai simplement reconstruite, pièce par pièce. J'ai ensuite embauché 2 employés à temps partiel, et j'ai déménagé dans des locaux plus grands de l'autre côté de la ville. La décision du tribunal étant devenue publique, la vraie histoire a lentement remplacé les mensonges qui avaient circulé. J'ai appris par mon père que Raphaël et Marina avaient divorcé peu après le procès. Apparemment, l'humiliation publique était trop lourde à porter pour leur couple. Raphaël a déménagé dans un autre état pour le travail, ou peut-être simplement pour fuir les souvenirs. De toute façon, c'est mieux pour nous deux. Il a essayé de reprendre contact le mois dernier, par une lettre manuscrite cette fois, disant qu'il voulait se racheter, qu'il avait été aveuglé par l'amour, et manipulé par une menteuse professionnelle. Il disait que son frère lui manquait, et qu'il voulait reconstruire notre relation. J'ai brûlé la lettre sans la terminer. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Ma mère et moi avons une trêve fragile. Nous nous voyons pendant les fêtes, échangeons des politesses, mais la chaleur s'est envolée. Elle a choisi son camp au moment où cela comptait le plus, et ce n'est pas quelque chose que je peux oublier, même si je lui ai techniquement pardonné. Mon père et moi sommes plus proches que jamais. Il a été à mes côtés quand il le fallait, et n'a jamais douté de moi une seule seconde. Nous dînons ensemble tous les dimanches maintenant, une nouvelle tradition née des cendres de l'ancienne dynamique familiale. Kevin a été promu responsable du magasin, un poste qu'il a mérité en restant loyal, alors qu'il aurait été plus facile de lâcher l'affaire. Roberto et moi nous retrouvons toujours pour boire un verre chaque semaine, notre amitié étant sortie renforcée d'avoir bravé la tempête. Quant à Marina, elle a déménagé à l'autre bout du pays, après avoir manqué les 3 premiers versements de son amende. Mon avocat dit que c'est courant, les gens pensent qu'ils peuvent échapper aux décisions de justice en déménageant. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que nous étions prêts. Nous avons fait le nécessaire pour exécuter le jugement dans son nouvel état. Quelques avis négatifs anonymes sont apparus sur le profil de mon magasin, peu de temps après son déménagement, même style d'écriture, même ponctuation bizarre. Nous les avons signalés, et nous avons constitué un dossier numérique. Si elle continue à jouer à ce jeu, nous l'attaquerons ensuite pour harcèlement. La vérité m'a peut-être libéré, mais elle n'a pas tout restauré ce que j'ai perdu. Certains amis ne sont jamais revenus, certaines relations familiales restent tendues ou brisées, et certains clients potentiels entendent encore des murmures et préfèrent aller voir ailleurs. Mais j'ai reconstruit quelque chose de plus fort sur les décombres, une entreprise qui ne dépend pas des liens familiaux, et des amitiés basées sur une loyauté éprouvée par le feu. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je ne suis pas d'accord. La justice, la vraie justice, n'est pas du tout une vengeance, c'est une restauration. Et c'est ce que j'ai obtenu. Pas une justice parfaite, pas une restauration complète, mais suffisamment pour me regarder dans le miroir chaque matin, et savoir que lorsqu'ils ont essayé de m'enterrer, j'ai refusé de devenir une tombe. Au lieu de cela, je suis devenu exactement ce qu'ils craignaient le plus, quelqu'un qui refuse de fermer sa bouche. Alors, pensez-vous que Raphaël mérite une seconde chance? Couper les ponts avec lui était-il la bonne décision? J'ai essayé de me mettre à sa place, mais non de Dieu. Il a préféré croire une folle plutôt que son propre frère. Ce n'est pas le genre de choses dont on se remet facilement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir lu jusqu'ici. Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à ma place?